Bonjour chers étudiants, nous continuons toujours notre cours d'électrostatique et on entame le troisième chapitre intitulé Théorème de Gauss. Allons-y. On a vu jusqu'à maintenant que le calcul du champ électrostatique se base sur le calcul direct, qui est déduit par la loi de Coulomb, ou on peut aussi faire le calcul à partir du potentiel électrostatique. Mais avant tout calcul, on étudie toujours les symétries et les invariances de la distribution des charges, qui se voient dans le champ électrostatique d'après le principe de Curie. Et dans le cas d'une distribution de charges admettant plusieurs symétries et invariances, on peut utiliser une nouvelle formulation pour le calcul de E. C'est ce qu'on appelle le théorème de Gauss. Ce calcul-là se base sur la notion de flux et ne change rien dans les autres méthodes de calcul. On va commencer maintenant par la définition du flux et on commence par le flux élémentaire du champ électrostatique à travers une surface élémentaire ds qui est définie par la relation d2φ qui est égale à E scalaire ds. Avec le vecteur ds, il est égal à l'élément de surface ds fois n, qui est un vecteur unitaire perpendiculaire sur l'élément de surface ds. Et si on veut le flux à travers une surface S, alors on peut faire l'intégrale de dφ, c'est-à-dire c'est l'intégrale sur la surface S de E scalaire ds. Pour fixer les idées, on va essayer de commencer par le cas d'une charge ponctuelle. Et on considère que cette charge ponctuelle Q située au point O. Et on sait que le champ électrostatique créé par cette charge en un point M quelconque de l'espace, elle est donnée par la relation E qui est égale à Q sur 4 pi epsilon 0 fois le vecteur ER sur R carré. Avec le vecteur ER, il est égal à OM sur la norme de OM, comme c'est mentionné sur la figure. Et donc, dans ce cas, le flux élémentaire de E à travers la surface élémentaire ds, noté dφ, il est égal à Q sur 4 pi epsilon 0, ER scalaire N fois l'élément ds sur R carré. Et mentionnant, comme c'est indiqué sur la figure, que ds, il est perpendiculaire sur l'élément de surface considéré. Ici, ce schéma-là, il est dans l'espace. Or, on sait que dω est égal au produit scalaire de ER scalaire N fois l'élément de surface ds sur R carré, avec dω, c'est l'angle solide élémentaire sous lequel on voit à partir de O l'élément de surface ds, comme on le voit sur la figure. Et on peut rappeler ici que l'angle solide élémentaire dω, il est toujours positif. Alors dans ce cas, en regardant l'expression du flux élémentaire dφ, on peut l'écrire sous la forme dφ qui est égal à Q sur 4 pi epsilon 0 fois dω. Donc le flux élémentaire, il est en relation avec l'angle solide sous lequel on voit l'élément de surface ds. On va considérer maintenant le flux à travers une surface fermée. Et on va commencer par le premier cas, c'est le cas d'une charge à l'extérieur de la surface. Donc soit SF, une surface fermée, telle que la charge ponctuelle Q se trouve à son extérieur, comme indiqué sur la figure à droite. Donc le volume entouré par cette surface sera noté V. Donc on voit bien à partir de la figure que à partir du point O, un tube de champ élémentaire coupe deux surfaces ds1 et ds2 sur la surface SF. Donc l'élément de surface ds1 c'est à l'entrée et l'élément de surface ds2 c'est à la sortie. Et les deux éléments sont vus avec le même angle solide
d oméga, tel que d oméga, il est égal à ER1 scalaire ds1 sur R1 carré avec un signe moins, qui est égal à ER2 scalaire ds2 divisé par R2 au carré. Dans la première formule, on a mis un signe moins, car on sait que d oméga, il est toujours positif. Et puisque les surfaces, par convention, sont toujours orientées vers l'extérieur, ds1, il est orienté vers l'extérieur, il est opposé à ER1. D'où, pour avoir un angle solide positif, il faut avoir un signe moins dans la formule. Par contre, dans l'élément surface ds2, ds2 est toujours orienté vers l'extérieur, scalaire ER2. On peut déduire alors que le flux élémentaire à travers ds1, il va s'écrire comme étant 1 sur 4 pi epsilon 0, ER1, scalaire ds1 sur R1 carré, qui est égal à moins Q sur 4 pi epsilon 0 d oméga d'après l'expression de t oméga. Et d phi 2, de la même manière, c'est égal à Q sur 4 pi epsilon 0 fois d oméga. Alors, si on fait la somme des deux flux élémentaires, on va trouver qu'il est nul. Alors, en balayant toute la surface, à chaque fois, on va trouver un élément de flux d phi 1, il est opposé à un autre élément d phi 2, comme on a vu ici. Et donc, le flux total à travers la surface, il est nul. Donc, phi égale à 0. Considérons maintenant le deuxième cas, c'est lorsque la charge se trouve à l'intérieur de la surface. Donc ici, un tube de champ élémentaire à partir du point O va couper une seule surface ds sur la surface SF. Pas comme l'autre cas où ce tube-là, il coupe la surface en deux éléments. Donc comme on le voit sur la figure à droite. Donc le flux élémentaire de E à travers ds, il est égal à Q sur 4 pi epsilon 0 fois d oméga. Et donc, si on veut faire le flux total, on veut trouver le flux total à travers SF, on va faire l'intégrale des phi. Alors, ce flux-là, à travers la surface fermée SF, il est égal à 4Q sur 4 pi epsilon 0, l'intégrale de d oméga, qu'on peut écrire sous la forme Q sur 4 pi epsilon 0 fois oméga total. Avec oméga total, c'est l'angle solide total sous lequel on voit tout l'espace, et il est égal à 4 pi. Bien sûr en stéradian. Ainsi, on peut déduire que le flux à travers la surface fermée SF qui contient à son intérieur la charge élémentaire, la charge ponctuelle Q, il est égal à Q sur epsilon 0. On va essayer maintenant de généraliser ce résultat, quelle que soit la distribution de charge. Donc 3, cas général. Donc le résultat trouvé peut être généralisé sous la forme suivante, donc phi, qui est égal à Q intérieur sur epsilon 0. Avec Q intérieur représente la charge qui se trouve à l'intérieur de la surface fermée SF. Avec Q intérieur, il est égal à la somme des QI, dans le cas discret. Avec ici la somme des QI, c'est la somme de toutes les charges se trouvant à l'intérieur de SF. Dans le cas d'une distribution continue linéique, Q intérieur, c'est égal à l'intégrale simple sur la ligne L intérieure de lambda dl. Avec lambda intérieur, c'est la partie de la ligne chargée se trouve F. Dans le cas surfacique, Q intérieur, c'est égal à l'intégrale double de S intérieur de sigma ts. Avec S intérieur, c'est la partie de la surface chargée se trouvant à l'intérieur de SF. Et Q intérieur, il va être égal à l'intégrale triple sur le volume V intérieur de ρ d taux. Avec V intérieur, c'est la partie du volume chargé se trouvant à l'intérieur de S. Après avoir généralisé l'expression du flux du champ électrostatique à travers une surface fermée, on va maintenant énoncer le théorème de Gauss, qui dit que le flux du champ électrostatique E à travers une surface fermée SF est égal au rapport de la charge se trouvant à l'intérieur de SF et
epsilon 0, qui est la permittivité du vide. Et on peut l'écrire mathématiquement sous la forme. Donc l'intégrale double sur SF avec le symbole fermé, donc E scalaire ds, qui est égal à Q intérieur sur epsilon 0. Et par convention, l'élément de surface ds, il est toujours orienté vers l'extérieur. Et la surface de Gauss est une surface quelconque, mais elle doit être fermée. On peut signaler maintenant les remarques importantes suivantes. La première dit que, avant l'application du théorème de Gauss, on étudie les symétries et les invariances de la distribution des charges. Et lorsque cette dernière vérifie plusieurs symétries et invariances, alors dans ce cas, l'application du théorème de Gauss est possible. Après, on choisit la surface fermée pour laquelle on a l'élément ou les éléments de surface sont soit collinéaires, c'est-à-dire E parallèle à ds, ou perpendiculaires, c'est-à-dire E perpendiculaire sur ds, et de telle sorte que E soit indépendant des variables se trouvant dans ds. Et dans ce cas, E peut sortir de l'intégrale. La deuxième remarque dit que dans le cas d'une distribution discrète de charges, la surface de Gauss ne doit pas passer par les charges. Et dans le cas discrète de charges, la surface de Gauss ne doit pas passer par les charges. Et dans le cas d'une distribution linéique ou surfacique, la surface de Gauss ne doit pas être confondue avec la ligne ou avec la surface. Après avoir vu la forme intégrale du théorème de Gauss, maintenant on va essayer de voir la formulation locale de ce théorème. On sait que la charge à l'intérieur de la surface SF s'écrit comme étant Q intérieur égale à l'intégrale triple sur le volume V de ρ d tau. Avec V, c'est le volume entouré par SF. D'où on peut écrire le théorème de Gauss sous la forme le flux de E à travers SF, il est égal à Q intérieur sur epsilon 0, qui est égal alors à l'intégrale triple de ρ sur epsilon 0 d tau. Or, d'après la formule de Green-Ostrogradsky, on peut écrire que le flux de E à travers la surface fermée SF, il est égal à l'intégrale triple sur le volume V entouré par SF de la divergence de E d tau. Alors, on peut écrire que l'intégrale triple de ρ sur epsilon 0 d tau, elle est égale à l'intégrale triple de la divergence de E d tau. Cette égalité, elle est vraie quel que soit le volume V, parce qu'on a dit que dans le théorème de Gauss, SF il est quelconque, et donc le volume V aussi il est quelconque. D'où on déduit la forme locale du théorème de Gauss, qui dit que la divergence de E en un point M, elle est égale à ρ au point M divisé par epsilon 0. On appelle ça, c'est une forme locale. Pourquoi? Parce qu'elle est valable en chacun de ces points. Donc lorsqu'on calcule div de E en M, il est égal à ρ en ce point-là divisé par epsilon 0. Passons maintenant à l'équation de Poisson et l'équation de Laplace. On a écrit que le théorème de Gauss local, c'est divergence de E égale ρ sur epsilon 0. Et puisque la relation entre le champ électrostatique E et le potentiel électrostatique V s'écrit, E égale moins gradient de V, alors en remplaçant dans le théorème de Gauss E par moins gradient de V, on obtient divergence de moins gradient de V, il est égal à ρ sur epsilon 0. Or, on sait que mathématiquement, la divergence du gradient de n'importe quel scalaire f, il est égal au Laplacien de f. Alors, on peut déduire l'équation de Poisson qui s'écrit Laplacien de v au point m plus ρ au point m divisé par epsilon 0, il est égal à
0. Et si on considère un point M où on a absence de charge, c'est-à-dire ρ égale à 0, alors le potentiel V vérifie en ce point-là l'équation de Laplace, qui s'écrit Laplacien de V égale 0. Et voilà donc un autre outil pour calculer le potentiel, c'est en résolvant soit l'équation de Poisson dans une région où on a des charges et on connaît ρ, soit dans une région où on ne connaît pas, où on n'a pas de charge, et dans ce cas, Laplacien de V est égal à 0. Et en trouvant V, après on peut déduire le champ électrostatique E par la relation E égale moins gradient de V. Voilà, c'est tout pour la présentation d'aujourd'hui et à la prochaine, Inch'Allah.